Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle-Guémin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plus Biz. Je dis toujours entrepreneur et pourquoi je dirais pas entrepre... Je sais pas comment dire d'ailleurs avec un E. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, c'est super, nous recevons Éric Barbry. Bonjour Éric. Bonjour Corinne. Éric, tu es avocat associé chez Racine Avocat et à ce titre, tu pilotes l'équipe IT et Data Protection qui intervient tant en conseil, contentieux, contrat et négociation sur l'ensemble des questions de propriété intellectuelle, de droit des technologies ou encore de droit des données à caractère personnel. Tu es aussi régulièrement sollicité pour intervenir lors de conférences. C'est pour cela que d'ailleurs que c'est un grand honneur pour nous que tu sois avec nous aujourd'hui. Et notre sujet du jour, la saga digitale DRH, autrement dit les péripéties légales de la dématérialisation des ressources humaines. Je dirais même que nous avons beaucoup de chance, car pour moi, tu es l'avocat le plus branché que je connaisse et tu vas nous aider à comprendre comment virtualiser la gestion du capital humain des organisations. Alors, commençons, Eric. Quelles sont les principales raisons qui poussent les entreprises du secteur privé et les administrations et les agences du secteur public à opter pour la dématérialisation de la fonction RH? Qu'est-ce qui fait bouger le monde, Corinne? Moi, je dirais la L'argent, dynamique, l'énergie, la l'envie. la l'argent, l'argent, Ah, mince, raté. l'argent. Alors la 1re, je ne sais pas si on appelle ça motivation, mais la première raison qui pousse les entreprises à passer, à la démat RH, c'est effectivement, c'est pas l'argent, hein, c'est d'abord le gain de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, la dématérialisation, mais je pense qu'on va y revenir dans le cadre de notre échange. Il y a beaucoup de choses en matière de démat RH, hein, donc il y a plein de sujets très différents. Ça va du contrat de travail en passant par le vote électronique, du bulletin de paye en passant par tout simplement le SIRH. Enfin, il y a plein de choses. Les plateformes de dématérialisation de gestion des CV. Enfin, je veux dire, je ne sais même pas si aujourd'hui un DRH peut encore être un DRH sans être un DRH SI, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse composante IT dans le sujet. Mais c'est vrai que l'élément numéro un, l'élément moteur, c'est le gain de temps parce que on va plus vite. J'espère qu'on fait mieux, ça c'est un autre sujet. On va plus vite en matière de dématérialisation, on soulage les équipes RH notamment. Et c'est en ça que les équipes RH ne doivent pas avoir peur forcément de la dématérialisation. Ce n'est pas quelque chose qui va changer leur job, c'est plutôt quelque chose qui va améliorer leur job et leur donner plus de bande passante, me semble-t-il, pour faire leur métier. Voilà. Leur métier, c'est RH, ressources humaines, relations humaines. Je préfère un peu d'ailleurs ce terme-là. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui manque dans les entreprises, c'est le temps disponible pour pouvoir faire autre chose que des contrats de travail, des négociations, des discussions, etc. Et donc, un des premiers éléments, c'est effectivement le gain de temps. Je blaguais tout à l'heure en disant l'argent, mais time is money, comme on dit. Donc, ça veut dire que forcément, le gain de temps amène aussi normalement, structurellement, un gain économique. Alors, dans un environnement qu'on considère, mais comme le juridique, hein, comme un centre de coûts, hein, les RH, c'est vu comme un centre de coûts, c'est rarement vu comme un centre de profit. Diminuer les coûts par l'informatique et par la dématérialisation, c'est quand même un vrai sujet. Sujet sur lequel on peut se planter royalement, hein.
on y reviendra sans doute aussi, il y a aussi des contentieux en matière de SIRH, de dématérialisation, et cetera. Et ces contentieux peuvent naître de plein de choses, mais surtout, ils peuvent comment dire, aboutir à des problématiques qui sont, on a payé plus que ce qu'on imaginait au départ, ou on a eu un préjudice qui fait que ça nous coûte quelque chose. Donc, le gain espéré, finalement, on l'a perdu. Alors, il reste peut-être le gain de temps, mais c'est vrai que quand on a cherché un couple gain de temps, gain financier, c'est un sujet. Après, il y a un troisième sujet qui est un peu caché, mais que les gens ont commencé à traiter, c'est le caractère probatoire. Alors au début, c'est vrai que ça faisait un peu sourire parce que quand on a commencé la démat RH, alors moi, pour tout te dire, j'ai commencé à réfléchir sur la démat RH en 2000. Au moment où la loi du 13 mars 2000 est arrivée en France, on a commencé à parler de signature électronique, d'écrit électronique, etc. Et les premières boîtes qui se sont lancées sur la signature de contrats par voie électronique ou autre, hein, avant que les gros mastodontes arrivent et emportent tout le marché, ou presque, euh, ça se posait déjà la question en 2000 en disant est-ce qu'on peut dématérialiser, par exemple, les contrats de travail, les bulletins de paie, etc. Et à l'époque, on avait des réglementations qui étaient relativement pauvres sur le sujet. Mais on valorisait aussi le fait qu'il y avait une très forte traçabilité, une très forte sécurité, un très fort niveau probatoire. Ça faisait rire un peu à l'époque parce que les gens doutaient de la capacité des professionnels à apporter cette sécurité. Or, c'est clair que ça apporte une sécurité nouvelle. C'est-à-dire que une archive électronique, normalement, je dis bien normalement, ça se détruit pas par la pluie, ça se détruit pas par la pourriture, ça se détruit pas par le feu, ça c'est pas mangé par les souris. Donc voilà, l'archivage électronique des contrats de travail ou des bulletins de paye, ça fait du sens. Voilà, ça perdure même à la vie d'une entreprise. Quand on a un coffre-fort électronique avec des éléments dedans RH, naturellement ou nécessairement ou juridiquement, ça dépasse la vie d'une entreprise. Euh, pour un salarié, ça simplifie aussi la vie, voilà, parce que une fois que tu as tout dématérialisé, tu pars d'une boîte avec ton package là, et puis tu vas dans une autre entreprise et tu récupères ton package. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a un autre élément qui est un peu lié au gain de temps, hein, mais c'est plutôt aussi la gestion documentaire. La démat, ça permet quand même de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant ou qu'on faisait dans des conditions très compliquées. Et si on ajoute aujourd'hui l'effet intelligence artificielle, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est le point pour moi, le nec plus ultra de la démat, hein, c'est l'IA au service des RH. Ça permet quand même de faire énormément de choses de type analyse documentaire, gestion documentaire, GED, etc. Donc voilà l'ensemble des palettes possibles, ou en tous les cas des raisons pour lesquelles les entreprises se sont lancées à corps perdu dans la démat, avec quand même un niveau qui a été très très fort, qui a été le Covid. Donc évidemment, il y a eu des mauvaises choses avec le Covid, mais il y en a eu au moins une bonne, c'est qu'on a arrêté de flipper, parce que j'ai pas d'autres mots, ou de se torturer, parce que j'ai pas d'autres mots non plus, hein, torturer au plan juridique du terme, sur mais mon Dieu, est-ce que ça va marcher comme le papier? Voilà. Maintenant, on a oublié est-ce que ça va marcher comme le papier. D'ailleurs, on s'est tous rendu compte que ça marchait mieux que le papier. Qu'il y a même des collaborateurs, mais ça, c'est un autre sujet, qui travaillent mieux en télétravail que finalement à la maison. Et donc, on a admis cette composante de dématérialisation dans la fonction RH, qui n'était pas si évidente que ça, parce qu'on part quand même de loin. Hein. Le contrat de travail, c'est quand même presque le truc le plus important pour un collaborateur, en dehors de ses fiches de paye. Hein. Mais c'est vrai qu'avoir un contrat de travail, honnêtement, c'est vachement important dans la vie de quelqu'un, quoi. Donc, si tu touches ces deux composantes fortes qui sont le contrat de travail et les bulletins de paye, et que tout ça, tu le passes en environnement numérique ou digital, c'est vrai que ça avait de quoi interpeller les collaborateurs. Mmh. Tu as parlé de la valeur probante finalement des documents. J'allais te demander quels sont les avantages juridiques de la dématérialisation des processus RH, mais également, comment la dématérialisation des processus impacte la conformité légale et réglementaire. Tu en as parlé, un petit peu là, mais est-ce que tu peux développer un petit peu plus? Oui, en fait, il faut prendre la chose sous deux angles. Il y a
comment la dématérialisation peut nous aider à respecter la réglementation, mais il y a aussi, comment la réglementation nous impose de respecter un certain nombre de règles quand on fait de la démat. Et c'est les 2. Faut marcher avec 2 chaussures, hein, pour pas tomber. Donc, le premier, c'est en quoi la dématérialisation peut nous permettre d'être meilleurs en matière de respect de la réglementation? Bah, je vais te donner un exemple simple. Si tu passes en dématérialisation avec de l'horodatage de documents, et de l'envoi, à des dates précises, bah, tu évites, des risques qu'on connaît tous de requalification de contrat de travail ou autre parce que, tu as mal géré, le délai entre la fin d'un CDD et le début d'un CDI. Bref, le cauchemar des DRH. Bah, je dirais pas que tu vas l'annihiler, mais au moins tu vas, je pense, mieux le maîtriser. Voilà. Donc c'est des points qui permettent de mieux gérer, l'environnement juridique. C'est pareil pour, la rédaction des contrats de travail, l'archivage de l'accès de ces données en cas de contrôle de l'inspection du travail. Enfin, il y a plein de raisons qui font que, la dématérialisation, va être au service de la capacité d'une entreprise à prouver sa légitimité, au regard ou en tous les cas sa capacité à démontrer qu'elle respecte la réglementation. Mais c'est vrai pour plein de sujets. En t'en parlant, j'en vois plein. Les obligations en termes de formation, les obligations en termes de suivi, des congés, les obligations en matière de même de temps de travail. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles la dématérialisation est un élément qui permet de mieux, ou de s'assurer de bien respecter la réglementation. Mais il ne faut pas oublier l'autre aussi, c'est-à-dire que la réglementation, bah, elle impose un certain nombre de règles aussi, dans certains cas, sur la signature des contrats, pas forcément des contrats de travail, mais sur le bulletin de paye dématérialisé, par exemple, tu as toute une réglementation sur le sujet. Sur le vote électronique, tu as toute une réglementation sur le sujet. Et donc, il faut aussi que le DRH apprennent, alors heureusement la plupart le savent, hein, mais apprennent à maîtriser son environnement juridique parce que sur un certain nombre de points particuliers, effectivement, il y a un cadre réglementaire spécifique qui s'applique et qu'il faut respecter, bien entendu. Mmh. Quels sont les principaux défis juridiques, du coup, liés à la dématérialisation des données RH? Notamment en ce qui concerne la confidentialité, la sécurité, tous ces aspects? Écoute, les défis sont de différents niveaux. Le premier défi, c'est, alors je me mets dans le cas d'une externalisation parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont externalisés, hein. À peu près 80 aujourd'hui selon les chiffres, qu'on peut avoir de ci, de là, beh, 80 de la fonction RH est externalisée, hein. Donc ça veut dire que, bah, il faut, faire très attention, heu, aux prestataires avec lesquels on travaille. Voilà. Parce que, on va gérer une partie de la sécurité en interne, hein, qui va être l'accès, des, RH ou des RRH, aux outils qu'on va leur mettre à disposition. Mais c'est vrai qu'une grosse partie de cette sécurité est déportée sur les prestataires. Donc l'un des défis majeurs, me semble-t-il, c'est, cette capacité qu'on a à identifier un prestataire, si possible un bon prestataire. Alors c'est quoi un bon prestataire? Bah, c'est l'inverse d'un mauvais. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui répond à vos attentes, encore faut-il qu'elles soient bien déterminées, et puis, qui s'engage quoi. C'est-à-dire qu'il y a des contrats, dignes de ce nom. Alors ça ne veut pas dire quelqu'un qui a de l'expérience et qui a déjà eu 1000 clients, hein. On peut avoir des nouveaux entrants qui sont d'excellente qualité, la question ne se pose pas. Mais en tous les cas, pour moi, il faut, qualifier ces prestataires et souvent on passe, par, des questionnaires, hein, ou des prérequis, de nature juridique pour ce qui me concerne, pour essayer d'identifier ces prestataires. Je rappelle d'ailleurs que, mais ça je renvoie, à d'excellentes interviews sur, les données personnelles, que, quand on gère une problématique avec un prestataire extérieur, avec des données des collaborateurs, on est souvent en face de ce qu'on appelle un sous-traitant et ce sous-traitant, ben, l'entreprise qui l'utilise doit s'assurer qu'il est conforme au RGPD. Donc de toute façon, cette qualification en amont, cette vérification de conformité, elle est nécessaire. Après, il y a évidemment la rédaction du contrat, et puis il y a son exécution. Donc, j'allais dire, le premier défi, si on est sur de la démat externalisée, c'est le choix du prestataire. En interne, évidemment, le défi, si on fait tout en interne, ce qui est rare, mais ça peut exister encore,
c'est tout ce qui va tourner autour de la sécurité et de l'accès à ces données. Voilà. Et une petite boîte qui externaliserait pas tout, enfin, si elle continue à travailler avec un RH, avec la porte grande ouverte et l'armoire pas fermée, on a un vrai sujet. Et si l'armoire pas fermée, et si l'armoire fermée est une armoire en plastique avec une petite clé comme on les trouve dans les casiers, dans les salles de sport, enfin, il y a un sujet, quoi. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième défi, c'est la formation des équipes RH. C'est-à-dire que quand tu es sur des systèmes RH numériques, digitaux ou autres, il faut savoir l'utiliser, hein. C'est bien gentil de, je sais pas moi, de proposer de signer un contrat par voie électronique. Pas de problème. Mais tu utilises quelle solution? Tu utilises quel niveau de sécurité? De la simple, de la qualifiée, de l'avancée? Comment tu assures l'horodatage, la conservation, comment tu gères, enfin, il y a plein de choses à maîtriser. Et donc, si les RH sont pas formés à la partie un peu IT, RGPD, sécurité, conditions d'utilisation, etc., bah, on risque d'avoir un problème au niveau de l'utilisateur RH. Et puis après, il y a un troisième niveau qui est la sensibilisation des collaborateurs à l'appropriation aussi de ces outils. Voilà, qu'est-ce qui fait un frein pour un collaborateur à passer ou à accepter plutôt de passer en bulletin de paye dématérialisé? Bah, c'est l'ignorance. Voilà, c'est l'ignorance de la manière dont ça fonctionne, c'est l'ignorance du niveau de sécurité apporté, c'est l'ignorance des plus-values apportées par ces services. Voilà, et donc, voilà, c'est les trois défis pour moi sont plutôt essentiellement liés à la relation avec les extérieurs et en interne à la formation. Mmh. Quels sont les risques, juridiques potentiels associés à la numérisation des documents RH? Tu nous as parlé de plein de choses, je dirais, que ce soit des meilleures pratiques, que ce soit des conseils avisés, mais en termes de risques, est-ce qu'il y a des risques majeurs, dont il faut vraiment, prendre la mesure? Mais clairement oui, et tu en as de 2 natures. Tu as les risques qui sont liés à la mise en œuvre de la solution, là, avec un grand L et un grand L, hein, de la solution qu'on va choisir. Pourquoi? Parce que cette solution, elle va, comment dire? Respecter ou non un cadre juridique. Comme je te le disais tout à l'heure, si on prend un exemple comme le bulletin de paye dématérialisé, eh bien, il y a des articles dans le code du travail qui définissent les conditions dans lesquelles on met en place le bulletin de paye dématérialisé. On ne fait pas ça n'importe comment, on ne fait pas ça avec n'importe qui. On doit définir des règles du jeu, des règles d'utilisation pour les utilisateurs. Il y a des durées spécifiques. Bref, il y a un carcan juridique à respecter. C'est pareil pour le vote électronique. Voilà, le vote électronique, c'est très bien, mais ça respecte un cadre juridique particulier, la sélection d'un prestataire, des accords préélectoraux, le choix d'un expert indépendant. Bref, il y a un corpus. Donc, quand on a des règles imposées, bah, le risque réel, c'est de ne pas le maîtriser. Donc, moi, ce que je pense qu'un DRH devrait avoir, mais heureusement, la plupart l'ont, hein, je suis en train de réinventer la roue, quoi. C'est d'avoir son code du numérique, mais interne, hein, pas acheter un code dans une bibliothèque de droit, avoir son propre référentiel en fait. Avoir son propre référentiel en sachant, voilà, je fais ça, c'est ça les règles. Je fais ça, c'est ça les règles. Je fais ça, c'est ça les règles. Pour les endroits où il n'y a pas de règles, bah, il y a quand même des règles. C'est-à-dire que quand on fait de l'archivage électronique ou quand on fait de la signature électronique, ben, il y a aussi des règles. Alors, elles ne sont pas dans le code du travail, mais elles sont dans le code civil ou dans d'autres dispositions réglementaires. Et là aussi, il faut faire attention, voilà, comment on va utiliser, je sais pas moi, le contrat de travail et la signature, ou la lettre recommandée, par exemple, électronique, qui est encore un autre sujet. Donc, il y a ce cadre. Ça, c'est les réglementations que moi j'appelle des réglementations directes. Mais il y a aussi les réglementations périphériques. Quand on est en démat, on est nécessairement dans le RGPD. Voilà, nécessairement. Pourquoi? Parce qu'on va gérer des données à caractère personnel. Si tu envoies un contrat à signer, qu'est-ce qui va se passer? Il y a au moins deux personnes. Il y a celui qui va l'envoyer avec des données et il y a celui qui va le recevoir avec des données. Voilà. Et donc, parmi les règles périphériques, mais ô combien importantes, il y a le respect d'autres réglementations et singulièrement celle du RGPD, mais ce n'est pas la seule. Mmh. Justement, comment la dématérialisation des documents,
pardon, des documents RH affectent-elles la gestion des données personnelles des employés et la protection de la vie privée? Alors, c'est 2 choses différentes, hein. Il y a la protection de la vie privée et il y a les données personnelles. Hem, la protection de la vie privée, je vais même pas en parler parce que il faudrait en faire un sujet à part entière. C'est-à-dire, je veux bien que tu me réinvites avec, comment on gère comment fonctionne le couple vie privée et entreprise. Voilà, et il n'y a pas que le numérique, hein, mais il y a aussi beaucoup de numérique, notamment la vie privée résiduelle, le droit à la déconnexion, tous ces trucs-là. Donc je vais me concentrer plutôt sur la partie données personnelles parce que là, on a un cadre très précis, hein, qui est le RGPD. Comment ça les affecte? Bah, ça les affecte de 2 manières. La première, c'est que pour utiliser ces outils, on doit avoir des données personnelles. Voilà. Donc, la question va être comment on les traite, comment on les collecte, comment on les exploite, comment on les sécurise. Typiquement, si tu gères la signature d'un contrat de travail par voie dématérialisée, ben, comme je te l'ai dit, tu vas avoir besoin d'une adresse mail, d'un nom, d'un prénom. Tu vas même avoir peut-être besoin d'un numéro de téléphone, souvent personnel, pour pouvoir accéder et valider aux documents à signer avec un code éphémère reçu par SMS. Donc, tu vas gérer les données personnelles. Ça va laisser des traces aussi, auxquelles on va pouvoir avoir accès. Donc, l'autre volet de ces données, c'est plutôt cette fois-ci la sécurisation, pas la sécurité, hein, la sécurisation, la traçabilité d'une transaction ou d'un élément. Et là aussi, j'allais dire, ça rassure et ça facilite la vie des entreprises et la vie des salariés ou des candidats parce qu'on est dans une espèce de bulle de protection. On est capable de retrouver ces informations. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'avantages à la dématérialisation, hein, et je parlais de ces avantages en matière d'accessibilité, de traçabilité et autres. Tu as les deux éléments. Voilà. Tu as les éléments d'usage et puis les éléments qui sont intégrés dans la solution. Le tout, effectivement, doit être respectueux du RGPD. Justement, en matière de signature électronique, on entend encore actuellement des gens qui sont un peu frileux, par rapport à cette signature électronique. Quelles sont les implications juridiques de la signature électronique dans le cadre des processus RH dématérialisés? Alors, tu as raison, il y a beaucoup de il y a beaucoup de débats, de littérature, on entend tout et n'importe quoi. Alors j'ai pas la réponse, je suis pas en train de dire: «J'ai réponse à tout et croyez-moi et suivez-moi aveuglément». En fait, il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux de signature électronique. Une fois qu'on a compris ça, on a à peu près tout compris. Il y a un niveau qui est un niveau simple, voilà, il sert presque à rien, mais en tous les cas, il n'est pas interdit, et s'il n'est pas contesté, ben, il peut être utilisé. Il y a un niveau qu'on appelle avancé, c'est-à-dire il y a plus de sécurité, il y a plus de sécurisation et on va dire c'est mieux. Et puis il y a la qualifiée. La qualifiée impose quasiment ce qu'on appelle un face-à-face, hein, une capacité de s'assurer que les deux personnes qu'on a sont les bonnes. Et là, bah, ça a mis beaucoup de temps à décoller parce que ce n'était pas évident d'arriver à trouver des solutions de signature électronique qualifiée, on va appeler ça à la volée, c'est-à-dire au moment où on en a besoin. Puisque moi, par exemple, j'en ai une de signature électronique qualifiée, mais bon, je n'ai la récupérer alors des avocats, il a fallu que je donne 2 cartes d'identité. Enfin, on n'imagine pas un système comme ça, par exemple, avec un candidat pour signer un contrat de travail après un processus de recrutement. Donc, on est sur des solutions où maintenant, on commence à avoir des niveaux de signature qualifiés, donc on pourrait les utiliser. Ceci dit, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc la question, c'est de savoir quel est le risque qu'on a par rapport à l'investissement qu'on veut y mettre et le résultat qu'on attend. Il faut savoir qu'en matière de signature, comme j'ai dit, il y en a 3. Mais il y en a une seule qui est équivalente au papier, c'est la signature qualifiée, c'est-à-dire celle qui coûte le plus cher. Okay, que valent les deux autres? Bah, les deux autres, elles ne sont pas nulles. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas qualifiées qu'elles sont nulles. Simplement, c'est à nous d'apporter la preuve, enfin c'est à celui qui l'utilise, d'apporter la preuve qu'elle fonctionne. Donc en fait, tout est un problème de charge de preuve. Objectivement, dans un contrat de travail, c'est quoi le problème de preuve? Quel salarié va venir râler parce qu'éventuellement il n'a pas la version initiale de son contrat alors qu'il a été payé pendant des mois ou des années et qu'il n'y a strictement, normalement, aucun risque sur la nature de son contrat de travail? Donc,
voilà, le risque pour moi, il est totalement marginal. Autant on peut imaginer des risques sur la remise en cause de contrats commerciaux, de transactions, de choses comme ça, sur lesquels là, il faut être attentif, ou de contrats de type corporate, de M&A, de fusion, d'acquisition, et cetera. Où là, on peut se poser la question en disant: «Est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à sécuriser notre opération avec un niveau de signature qualifié?» Mais sur un contrat de travail, quel est le sujet? Bon, un juge remettrait en cause un contrat de travail? C'est voilà, c'est aussi vrai dans l'environnement, j'allais dire moléculaire, que dans l'environnement, numérique. Donc je pense Mmh. pas que ce soit un vrai sujet. Je pense qu'un niveau de sécurité de type médian, c'est-à-dire, une sécurité, avancée, est à la fois rassurant pour l'employeur et le collaborateur, et largement suffisant à terme probatoire. Mmh. Et du coup, comment les organisations peuvent, s'assurer de la validité juridique des documents électroniques? Tu me diras un petit peu dans l'ordre de ce que tu disais là, hein, un document imprimé, peut être aussi complètement falsifié. Mais, est-ce qu'il y a moyen de s'assurer ou de se rassurer sur la validité d'un document, électronique? En Tu sais, on fait, a parlé de plein de tu sais, les faux diplômes, les ouais, fausses expériences, enfin toutes ces choses-là, quoi. Les faux bulletins. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, la première chose, c'est d'abord de choisir un prestataire qui est sérieux. Encore une fois, je reviens sur ce sujet-là. Sérieux, ça ne veut pas dire que c'est celui qui est le plus gros de la place et qui a toutes les missions. Ça veut dire quelqu'un qui effectivement, est sérieux dans sa proposition commerciale, sérieux dans ses contrats, voilà, c'est qui dont en fait, en qui on peut avoir confiance. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, l'éventuelle certification de ce prestataire. Il y a des certifications aujourd'hui, notamment auprès de l'ANSSI, donc on peut s'interroger sur, les prestataires certifiés ou qualifiés. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler les legal opinions, même si c'est un peu passé de mode, mais c'était intéressant à l'époque et ça l'est encore maintenant, de demander, un avis juridique. Donc la plupart de ces prestataires, quand ils sont effectivement, sérieux, justement, ils ont demandé l'avis d'un expert ou l'avis d'un avocat pour, confirmer que leur solution, elle est conforme à la réglementation. Il y a évidemment, le contrat, et notamment, moi, j'invite les entreprises, quand elles ont la capacité de discuter avec les prestataires, parce que c'est pas évident, hein, quand tu prends une solution de signature électronique, sur étagère auprès des 3-4, que tout le monde utilise, donc je ferai pas de pub, donc j'en donnerai aucun. C'est difficile de négocier les contrats, mais quand on a la capacité de le faire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une assurance que le prestataire viendra vous aider le jour où il y aura éventuellement une contestation sur la preuve. Parce que c'est ça le sujet, quoi. Qui va avoir la maîtrise de cette preuve technique? Bah, la maîtrise de la preuve technique, elle est que entre les mains du prestataire, avec lequel on travaille. C'est bien gentil d'avoir un contrat où il y a marqué signé électroniquement par du schmoll, avec un joli petit tampon avec des chiffres qu'on ne comprend pas. C'est bien joli d'avoir un fichier de preuve, un dossier de preuve, un machin de preuve, un truc de bidule de preuve. OK, une fois qu'on sera dans le tribunal et qu'il faudra dire, bah, voilà, je vous promets que ça marche, je vous promets que ça fonctionne, bah, il y a des chances que le juge dise: «OK, vous me dites que ça fonctionne, mais quelle preuve vous m'apportez?» Et bah, là, soit, c'est le prestataire qui vient au secours du client, soit c'est un expert judiciaire qui viendra au secours du client, mais le problème, c'est qu'il y en a un qui coûtera, 10 fois plus cher que l'autre. Ou 100 fois. C'est sûr. Et du coup, quels sont les recours disponibles pour les entreprises en cas de litige? Alors, si on parle d'un litige avec un prestataire, bon, les recours malheureusement, ne sont quasiment que contentieux, hein. C'est-à-dire que si un prestataire, ne satisfait pas à ses obligations, là encore une fois, on est dans le cadre d'un contrat. Alors, il faut savoir que la chose s'est quand même grandement améliorée pour les clients, parce qu'on a depuis quelques années, une évolution du droit, et notamment du droit de ce qu'on appelle les prestataires de services de confiance, les PSCO. Pendant pas mal de temps, ces prestataires de signature électronique, d'archivage électronique, et cetera, naissaient et mouraient, mais il n'y avait pas de réglementation, et au niveau contractuel, c'était un peu, le grand n'importe quoi. Avec les réglementations nouvelles, notamment le règlement IDAS, hein, et puis à venir le IDAS 2, il y a effectivement des règles sur les outils, donc la signature électronique, le redatage, l'archivage électronique, le cachet serveur, blablabla. Mais il y a aussi des parties entières sur la responsabilité des prestataires de services de confiance,
le cadre contractuel avec ses prestataires, les obligations d'audit de ses prestataires, les obligations de notification éventuellement à leurs clients ou aux autorités compétentes en cas de violation ou d'incident, etc., etc. Donc, on commence à avoir un cadre juridique qui est de plus en plus développé. Donc, c'est vrai que la qualité juridique devrait être au rendez-vous. Mais si on a un problème à la fin avec un prestataire, on est vraiment sur de la prestation informatique pure jus. C'est-à-dire qu'au final, ça se terminera au tribunal et malheureusement, tant que le marché n'est pas mûr, il y a de grandes chances que ça se termine dans le cas d'une expertise judiciaire. Et voilà, une expertise judiciaire, on sait quand ça commence. Malheureusement, on ne sait pas quand ça s'arrête. On sait qu'on est facturé au début. On ne sait jamais quand on arrêtera d'être facturé, si ce n'est à la fin de la mission, quoi. Et pour les entreprises qui sont à l'international, quelles sont les réglementations internationales pertinentes à considérer dans ces processus de dématérialisation? C'est vraiment la question que je déteste le plus. C'est la question dans ma vie que je déteste le plus, dans ma vie d'avocat. Écoute, je vais te répondre de manière extrêmement franche et directe. Au niveau européen, c'est un peu comme le RGPD. On a un règlement qui s'appelle le règlement EIDAS et qui gère l'ensemble des niveaux juridiques similaires dans tous les pays de l'Union européenne, au niveau à la fois des outils et des prestataires. Donc, globalement, c'est relativement bien harmonisé. On va devoir avoir une deuxième couche avec IDAS 2. Donc, intra-européen, on n'est pas mauvais. En dehors de l'Union européenne, objectivement, c'est le foutoir sidéral, quoi. C'est-à-dire que si tu travailles avec les États-Unis, tu auras autant de réglementation que d'États américains sur la signature électronique. Si tu travailles avec les États-Unis, plus le Japon, plus l'Argentine, tu auras 3 réglementations supplémentaires à gérer. Donc voilà, ça crée quand même des complexités assez dingues qui expliquent en grande partie la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont choisis par les entreprises worldwide, à part ceux qu'on connaît, mais parce qu'ils ont une surface de frappe telle que normalement, ils se sont assurés que le déploiement de leur solution respecte les réglementations du monde entier, quoi. Sinon c'est très compliqué. Moi, j'ai fait une étude il n'y a pas longtemps pour plusieurs pays en dehors de l'Union européenne. Enfin, c'est vraiment très compliqué. C'est pas compliqué à trouver, mais c'est compliqué après à décortiquer. Et les interactions entre les différents pays, les interactions entre les pays et l'Union européenne, la conformité de ces réglementations avec le règlement EIDAS, la conformité de EIDAS à ces réglementations. Enfin, c'est quand même un chantier à part entière, hein. Je n'en doute pas. Je pense qu'on a assez bien compris, enfin, on a une bonne vision en fait de l'impact de la dématérialisation des processus RH, comment en fait cette dématérialisation contribue à une meilleure gestion des risques juridiques pour les entreprises. Mais quelles sont les responsabilités légales de l'employeur en matière de conservation et de destruction des documents électroniques RH? C'est une question qui est souvent posée par les collaborateurs qui s'inquiètent justement en cas de départ. Qu'est-ce qu'il advient de leurs documents? Est-ce qu'ils sont détruits? Où est-ce qu'ils vont? Comment ils sont conservés? Etc. etc. Mmh. Hein, c'est là aussi une excellente question, mais cette fois-ci, je me sens moins mal à l'aise. Euh, Pourquoi? Parce que on est au niveau de ce qu'on appelle l'obligation de conservation légale. Voilà. Qu'il faut d'abord mettre avant tout, avant les histoires de suppression, d'effacement, de ceci, de cela. Et la question, c'est est-ce qu'il existe, oui ou non, des obligations de conservation? S'il existe des obligations de conservation, je conserve. Et même si on me demande de supprimer, je conserve quand même. Typiquement, c'est quoi? Il y a 3 niveaux de réglementation en matière de durée de conservation. Le premier niveau, c'est la loi. Quand la loi dit vous devez conserver les données pendant telle durée, vous devez concerner les données pendant telle durée. Voilà. Et, par exemple, en matière de bulletin de paye dématérialisé, alors ne m'en veux pas, j'ai mal révisé, donc je ne suis pas calé, mais il y a des réglementations spécifiques, enfin, il y a des règles spécifiques dans le Code du travail qui disent pour les contrats dématérialisés, c'est X années après le départ du collaborateur ou X années avant enfin bref, sa retraite. Il y a 2 dates, fais-moi confiance, mais il y a juste 2 dates. En tous les cas, la loi le dit. Mais ça peut être vrai pour
les rémunérations, ça peut être vrai pour plein d'autres sujets en disant voilà, la loi, le code du travail, le code général des impôts, j'en sais rien moi, les règles d'URSSAF disent vous devez garder les éléments pendant telle durée. Ça, c'est la première règle. Le deuxième cas, c'est quand la CNIL, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de données personnelles la plupart du temps, quand la CNIL dit vous devez ou ne pouvez pas garder les données plus longtemps que telle durée. Je vais te donner un exemple très précis où là, je connais la durée par cœur. C'est les CV et les lettres de motivation. Voilà, la CNIL dit bah, écoutez, les CV et les lettres de motivation, vous êtes gentils, mais quand vous n'avez pas retenu un candidat, virez-moi tout ça. Et vous pouvez éventuellement les garder pendant une durée, mais elle est limitée à 2 ans. Et encore si la personne n'a pas émis d'objection pour cette conservation. Donc ça veut dire globalement quand même qu'on doit lui dire qu'on les conserve 2 ans, parce que si on ne lui dit pas, il va avoir du mal à nous dire qu'il ne veut pas qu'on les garde pendant 2 ans. Et après, on peut renouveler éventuellement si on demande l'autorisation et que c'est fait, ou si la personne, évidemment, entre-temps, renvoie un nouveau CV avec une nouvelle lettre de motivation, ça fait repartir un délai. Donc ça, c'est le deuxième cas, c'est quand la CNIL dit, moi, je pense que la durée normale, c'est ça. Et puis, il y a le troisième cas, c'est quand ni la loi ni la CNIL ne donnent le tempo. Voilà. Et là, c'est le bon sens. C'est ce qu'on appelle la règle de proportionnalité. Quel est le délai qui paraît raisonnable pour lequel le salarié peut s'attendre à ce qu'on le conserve pendant telle durée. Oui, je reviens sur d'autres durées. En matière RH, par exemple, tu as les problèmes de vidéosurveillance, évidemment, avec des durées de 30 jours maximum. On a d'autres durées fixées par la CNIL sur d'autres supports. Ben, bref, on a ces durées-là. Quand on ne les a pas, comme je te dis, il faut que l'entreprise regarde un peu son nombril et puis qu'elle dise, bah voilà, moi, la durée appropriée, c'est celle-là. Sortie de cette durée-là, a priori, il n'y a pas de raison de conserver les données. Par contre, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle une donnée d'un collaborateur et qu'est-ce qu'on appelle une donnée qui n'est pas forcément celle d'un collaborateur. Je reviens à mes histoires de courrier électronique qui me taraudent nuit et jour depuis des mois maintenant, depuis que la CNIL a posé des règles sur le sujet. Ok, le collaborateur a le droit d'avoir accès à ses mails quand il s'en va, très bien. Mais est-ce que pour autant, je vais devoir supprimer les mails professionnels après le départ du collaborateur et après un délai considéré comme raisonnable? La réponse est il n'en est pas question. Voilà, une entreprise va pas supprimer les mails. C'est comme si avant, dans l'ancien temps, on brûlait les courriers ou on brûlait les fax, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, et pourtant, à RSE, on nous dit qu'il faut nettoyer nos boîtes mail et nos serveurs de tout ce qui n'est plus utile. oui, dans la messagerie, bien sûr, mais pas dans le. Mais en fait, tu supprimes des éléments dans ta messagerie parce que j'espère pour toi que tu as un autre endroit pour les classer, qui est ton SIRH. Voilà, évidemment qu'on va pas. Moi, j'ai plein de mails, j'en reçois plein par jour et je les garde pas tous dans ma boîte, heureusement, mais par contre, ils sont tous classés dans les dossiers de mes clients. Sinon, je perds tout l'historique de mes dossiers. Donc après, Donc, donc les emails peuvent être supprimés, mais pas ceux qui sont évidemment stockés dans d'autres espaces. les mails, il n'y a pas de raison de les supprimer. Voilà. Après si on n'en a plus d'utilisation, il vaut mieux les supprimer. Pourquoi? Parce que c'est de l'espace, quoi. C'est de l'espace de Oui, stockage. oui. Mais c'est tout. Mais est-ce qu'il y a une date de péremption d'un mail? Je veux dire, il n'y a pas plus de date de péremption d'un mail que de péremption d'une lettre, quoi, à l'époque. Oui. Voilà. Maintenant, il y a un délai qui est un délai probatoire. Au bout d'un certain temps, ça ne sert plus à rien. La règle de prescription légale de base, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Donc, au bout de 5 ans, un truc sert presque plus à grand-chose. En matière fiscale, en matière d'URSSAF, on a des délais aussi. Donc, au bout d'un certain temps, ça ne sert plus à rien. La question, c'est est-ce qu'on décide de supprimer ou pas? C'est un vrai sujet. Et Et ça alors, pour finir, comment les avocats spécialisés, pour finir, je rebondis sur notre échange, comment les avocats spécialisés comme toi peuvent-ils aider les entreprises à naviguer dans cette complexité juridique de la dématérialisation de la fonction RH et assurer finalement une transition en toute conformité vers la dématérialisation? Mmh. Alors, bon, c'est toujours difficile de parler de Venons te voir. non, mais on a l'impression de vendre sa soupe. Non, 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 non. Mais
C'est Mais tellement compliqué de toute façon non, qu'on a il y l'impression a que ouais, il y a 3 choses sur lesquelles, il faut travailler. Le premier sujet sur lequel il faut travailler, c'est, connaître le cadre juridique du truc, projet, qu'on veut mettre en place. Voilà. Si on commence à partir dans tous les sens sans avoir, de la carte qui va bien avec la boussole qui va bien, honnêtement, ça va pas le faire. Et ça va même être déceptif parce qu'à la fin, on risque d'avoir des problèmes, on risque même d'avoir des recours des instances représentatives du personnel. Enfin bref, on risque d'aller au clash parce qu'on n'a pas géré ce qu'il fallait gérer au moment où il fallait le gérer. Est-ce qu'il fallait faire une analyse d'impact ou pas, une analyse de risque ou pas, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'on a choisi le bon prestataire et autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment, vraiment, vraiment s'intéresser à la problématique des contrats, surtout quand on passe avec des prestataires de services de confiance. Et c'est un vrai sujet. Et le troisième, c'est de gérer ces projets comme des projets, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit piloté intelligemment. Et intelligemment, ça veut dire qu'on est au minimum bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a des RH et des SI, autant s'entendre. Mais on peut être aussi en mode trilogue, DSI, RSSI et DRH. Et puis, on peut même mettre un hydre. Ça peut être DSI dans les grands groupes, DSI, DRH, RSSI et DPO. Et donc, il faut que tout ça soit bien huilé. Et pour être bien huilé, d'abord, il faut que ça matche entre les personnes, mais il faut aussi que ce soit géré en mode projet. Et donc, voilà, les projets de démat qui sont réussis, c'est des projets de démat qui sont pilotés. merci beaucoup Eric, merci pour, cet échange, merci pour ces, précieux, conseils, informations, tout ce que tu as bien voulu nous partager avec nous. Merci aux auditeurs et aux participants de ce Bibuzz. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous Bibuzz qui ont lieu tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. Vous avez accès au replay de nos Bibuzz sur la chaîne YouTube de Plume Biz. Vous pouvez également retrouver nos articles sur notre blog sur le site Plume Biz. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite. À bientôt pour un prochain Bibuzz. Merci Eric. Au revoir.